Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale Les grands dossiers de Mirabel TV, un rendez-vous mensuel pour traiter des grands sujets liés à l'aménagement du territoire. Durant une heure, nous allons tenter de décrypter et d'analyser un sujet qui vous concerne au quotidien. Aujourd'hui, la rédaction de Mirabel TV, en partenariat avec le mensuel L'Estrade et le CESEL, le Conseil économique, social et environnemental de Lorraine, vous propose un grand dossier consacré au commerce dans notre région. Avec cette question, commerce, quelles sont les nouvelles donnes? Au sommaire, nous parlerons de l'émergence de nouveaux commerces comme le commerce électronique ou les magasins drive. Nous évoquerons également la concurrence qui s'exerce entre les commerces de centre-ville et les zones d'activité commerciale. Et pour finir, nous irons chez nos voisins pour tenter de comprendre pourquoi certains produits sont moins chers qu'en France. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Aziz Mebarki, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous êtes le directeur de la rédaction du mensuel L'Estrade. À vos côtés, Roger Kezel, président du CESEL, le Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Pour l'instant, toujours, oui. Toujours en fonction. Pas encore sorti. Nous accueillerons également en cours de cette émission Jean-Philippe Brochon, spécialiste du e-commerce et directeur de l'agence Lorweb Community Agency à Metz, Alain Steinhoff, le président de la Fédération des commerçants de la ville de Metz, et Maude Corsec, la directrice générale du centre commercial Géric à Thionville. Messieurs, je vous propose de commencer cette émission en ouvrant notre premier volet consacré à ce que l'on appelle les nouveaux commerces. Et pour en parler avec nous, Jean-Philippe Brochon, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste du e-commerce et vous êtes également directeur de l'agence Lorweb Community Agency à Metz. Le commerce est actuellement en pleine mutation. Ce commerce se réinvente sans cesse et les professionnels du secteur innovent pour proposer et répondre aux habitudes de consommation. Internet, bien évidemment, est passé par là. Un site de e-commerce se crée toutes les demi-heures en France. Alors, Monsieur Brochon, quelle est la part du e-commerce en Lorraine? Que représente le e-commerce? Aujourd'hui, les grandes tendances, c'est que le e-commerce est en constante évolution. De toute façon, qu'on regarde en Lorraine ou sur tout le territoire hexagonal, on est aujourd'hui dans des chiffres qui représentent à peu près 45 milliards d'euros. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que ce e-commerce est multiplateforme. C'est-à-dire qu'au début, on voyait Internet, on pensait à ordinateur, commande en ligne, etc. Aujourd'hui, l'arrivée des nouveaux supports, type les tablettes, type les smartphones, aujourd'hui, ont complètement changé la donne. C'est-à-dire que le commerce n'est plus assis devant un ordinateur, mais c'est à n'importe quel moment du jour et de la nuit, peu importe où on soit géographiquement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, sur 45 milliards, 2 milliards de ces 45 milliards sont liés au m-commerce, c'est-à-dire sur smartphone, ce qui représente une évolution notable. Quels sont ces nouveaux services, justement, du e-commerce ? Ces nouveaux services, je dirais qu'ils ne sont pas vraiment nouveaux. C'est la manière de les aborder qui est nouvelle. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si par exemple, on parle de ce qui est vendu sur Internet, on va parler de tourisme, de voyage. Ça n'a pas beaucoup évolué. C'est la plus grande part ? C'est la plus grande part. On va parler de culture. Le culturel n'a pas beaucoup évolué. C'est toujours un grand achat. Tout ce qui est service, bien entendu. Et puis tout ce qui est, grâce aux femmes, justement, qui font l'économie, l'habillement. Roger, c'est un système concurrentiel ou complémentaire, selon vous? Ça, c'est une question intéressante. Il peut être concurrentiel par moment, parce qu'on peut supposer que ce que les gens n'achètent pas là, ils l'achètent ailleurs, même si la masse salariale, elle est pas fixe. Elle peut bouger en fonction des désirs des uns et des autres. Moi, ce qui me préoccupait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on fait de la pub. Vous avez un site, vous avez. Alors, donc, comment on rentre dans. Bon, quand vous avez un commerçant dans une rue, vous vous installez, vous avez votre pignon sur rue, mais là, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on a pignon sur rue dans l'e-commerce? Alors, il faut savoir que effectivement, nous, on est conseilleurs, mais bien entendu, moi, je trouve que les conseillers ne sont jamais les payeurs. Donc, on a tenté nous-mêmes nos propres expériences sur les sites internet. Voilà, on en a 2. Et alors, c'est difficile? C'est très dur parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui devient très concurrentiel puisque finalement, les bonnes idées, tout le monde les a au même moment, les investisseurs, tout le monde les trouve au même moment et bien entendu, il faut se battre pour prendre des parts de marché. Prendre des parts de marché sur un marché qui est innovant, donc il va falloir convaincre des nouveaux internautes, ça on n'aura pas trop de soucis, mais aussi les anciens qui ont leurs habitudes et qui vont devoir évoluer par rapport à ces nouveaux modes de consommation et d'achat.
Et puis après, c'est quand même très dur parce qu'aujourd'hui, la publicité, on ne la fait plus sur du média traditionnel. On va faire de la publicité sur les réseaux sociaux, on va faire de la publicité dans ce qu'on appelle les moteurs de recherche comme Google. On va analyser les comportements d'achat et en fonction des comportements d'achat, eh bien, on va faire de l'emailing, on va aller on va aller chercher la géolocalisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut une stratégie. Il y a une stratégie. Peut-être, je ne dirais pas contrairement à un commerçant traditionnel, parce qu'ils ont certainement aussi des stratégies, mais vous, là, vraiment, la stratégie, elle est déterminante. Mais c'est pire que ça, c'est qu'avant, on envoyait une publicité, puis on voyait qui mordait à l'hameçon. Voilà. Hein, c'était un peu de la pêche, quoi. Voilà, on mettait plusieurs hameçons et on regardait. Là, c'est différent. On va envoyer un message, mais les clients ou ceux qui vont recevoir ce message vont le diffuser, c'est ce qu'on appelle l'advocacy maintenant, et vont le commenter. C'est-à-dire que non seulement on va faire de la publicité, mais on va devoir veiller à la réputation de la publicité qu'on fait. Et vous avez des entreprises notables très connues, comme Air France par exemple, comme McDonald's, qui ont eu des super idées de communication, mais ça a fait un effet boomerang, et j'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs à nos hommes politiques aujourd'hui, parce que justement, ils n'ont pas maîtrisé leur communication. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bad buzz, en fait. Voilà. Oui, vous avez des mauvais commentaires, et puis à ce moment-là, ils se répercutent. Exactement. Et comme on est dans un domaine où le consommateur a développé une forme d'intelligence, même supérieure peut-être à celle des informations qu'il reçoit, quelle stratégie, j'ai envie de dire au pluriel, quelle stratégie le e-commerce ou les e-commerçants peuvent imaginer pour contrer quelque part cette aptitude à l'adaptation, au renversement quelque part du jeu de rôle? Déjà, pour être un bon e-commerçant, je dirais qu'il faut stopper les préjugés. Moi, j'ai eu à l'époque, quand j'ai lancé notamment les drives sur Facebook, beaucoup de gens qui ont des hyper m'ont dit mais Facebook ça sert à rien, on parle de tout et n'importe quoi, ça va pas être bien pour notre réputation. 2 ans après, ils s'aperçoivent que c'est tout le contraire et ça leur permet de faire du commerce. Donc c'est plutôt déjà bien. Ensuite, donc, une fois que nos préjugés, on les a mis de côté, il faut avoir des sous. Parce qu'il ne faut pas croire, aller sur Internet, ça nécessite des sous. Et pas que dans la construction du support de vente, mais dans la promotion de ce dernier. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça un peu le soir après le travail. Non. C'est quelque chose de plus compliqué. Et c'est là que les pouvoirs publics et les investisseurs qui ne sont pas qui se bousculent pas opportunément en ce moment d'ailleurs, sont importants. Ensuite, il faut bien maîtriser tout ce qu'on appelle tout ce qui est supply chain, c'est-à-dire tout ce qui est logistique, tout ce qui est achat, tout ce qui est logistique. Donc finalement, c'est un commerce normal, puisque quand vous allez sur le e-commerce, vous êtes un VPCiste, ni plus ni moins. Oui. Est-ce qu'un commerçant plus traditionnel, donc avec une affaire, une boutique en ville, il peut s'inspirer de certaines méthodes de travail sur le e-commerce? Est-ce qu'il aurait intérêt ou est-ce que c'est vraiment très différent finalement? Moi, je pense que déjà, pour comprendre si un petit commerçant, entre guillemets, peut aller sur l'e-commerce, faut comprendre ce qu'attend l'internaute finalement, qu'attend l'acheteur, parce que c'est lui qui est important maintenant. C'est l'offre et la demande. Exactement. Et l'acheteur, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un produit rare à trouver, ou un produit qui est à un meilleur prix, ou alors un produit qui est livré rapidement. Ouais. Donc il y a cette notion de service qui entre en compte. Après Internet, on pense toujours Internet, ça va permettre d'exporter, de s'exporter à droite à gauche. Si c'était le cas, ça se saurait, on n'aurait pas une balance commerciale en France comme elle est. Non. C'est aussi un autre moyen d'apporter des services, notamment sur des franchises dans le meuble, par exemple. On a observé que finalement, ça ne leur permettait pas de vendre plus, mais qu'on avait des clients qui pouvaient acheter sur une amplitude horaire plus importante, prendre le temps de choisir, et donc du coup, ne pas être embêté dans le magasin par un vendeur et être obligé d'y venir le week-end parce qu'il travaillait la semaine. Monsieur Bochon, qui sont ces nouveaux acheteurs? C'est une catégorie, c'est plus féminin, masculin, jeune, âgé? Les acheteurs, on va dire que faut être geek? Non, pas du tout. Il y a autant d'hommes... Même moi, je peux le faire. Je le fais d'ailleurs. Voilà, non, il y a autant d'hommes que de femmes. Oui. Ces acheteurs, c'est toujours les mêmes. Hyper pointus en Internet, quoi, ça veut dire. Oui. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de consommation et la manière dont on va évoluer dans notre journée de travail et dans notre nuit de sommeil a évolué. Aujourd'hui, il n'est pas rare que quand madame se lève, par exemple, à 7h du matin, elle aille voir ses commentaires sur Facebook, elle aille sur des sites de vente privée d'habillement, par exemple, et puis elle fasse déjeuner les petits. Entre midi et 2, c'est pas rare de la voir faire ses courses au drive, et le soir, une fois qu'elle a couché les petits, prendre le temps de choisir un voyage avec son mari, par exemple. Quelle journée quand même qu'elle a, cette pauvre femme. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous passiez du temps par exemple, devant la télé le soir. Aujourd'hui, vous mettrez la télé en fond, et puis vous aurez le mari et la femme qui parleront via tablette interposée. Ouais. C'est comme ça, c'est une nouvelle évolution. C'est quand même des sacrés changements de comportement quand même. C'est des changements de comportement. Des bouleversements même. Mais, oui.
les temps ont franchement changé. On parlait tout à l'heure, je posais la question à Roger, complémentarité ou, oui, on n'a pas trop répondu, ou est-ce que c'est concurrentiel? Le e-commerce représente à peu près l'année dernière, je crois, une hausse de 20%, ce qui est assez quand même considérable. Est-ce que justement ça va grignoter tout doucement des parts sur le commerce traditionnel ou peut-être si on se projette dans 10 ans ou 20 ans, est-ce qu'il y aura plus d'achats via Internet ou le commerce traditionnel sera je pense qu'on peut prendre la distribution, la grande distribution notamment. Justement, on a un débat à l'heure actuelle, c'est de dire est-ce que les gens vont continuer à aller à l'hyper ou est-ce qu'ils vont passer par le drive? Alors, c'est une vision qui n'engage que moi, mais je la sens un peu comme ça. Moi, je pense que les jeunes qui vont arriver vont plus s'embêter avec les courses traditionnelles et vont commander de plus en plus au drive parce qu'il y a un aspect pratique, parce qu'on a le temps de regarder son panier et que, contrairement à ce qu'on pense, les commandes au drive, le panier moyen est plus important que dans un hyper. Mais par contre, ce qui va changer, c'est que l'hyper va devenir un lieu où on va se rencontrer, où on va sociabiliser. Donc, nature. Bien entendu. Bien entendu. Donc on aura des hyper un peu plus évolués, moins grands, parce qu'il y aura une grande part qui sera laissée à l'entrepôt pour le drive, mais par contre où les gens viendront se rencontrer chez un coiffeur, viendront se faire les ongles dans un institut, etc., etc. Ce sera un lieu de service. Est-ce que c'est un vœu pieux ou on pense que ce sera vraiment ça? Parce que les projections, des projections sur 10, 15 ans, on en a connu d'autres qui ont complètement qu'on n'a pas vu arriver. Là, c'est même circuler en soucoupe volante. Hein. Oui, mais enfin là c'est même plus sur 15 ans, c'est vraiment dans les 2-3 années qui viennent. On est tous au feeling. On peut penser que ça peut aller vers ça. Mais c'est vrai. Ce qu'on peut juste dire quand même, Laurent, c'est que s'il y a un secteur qui est vraiment en évolution de manière extraordinaire dans l'économie française, c'est comme celui-là. On dit toujours l'industrie, c'est difficile, etc. Alors le commerce, il faut vraiment être capable de s'adapter, il faut quand même dire les choses. Alors on parlait de drive, les grands centres commerciaux ont vite réagi donc en proposant un nouveau service, le drive. Explication avec ce reportage signé Azedine Brahimi et Anaïs Gall. Commander sur la toile, ce n'est plus réservé uniquement au shopping traditionnel. Avec le concept du drive, plus besoin d'aller au supermarché pour faire ses courses. On achète sur Internet et 2 heures plus tard, le chariot est prêt à être livré. Vous êtes livré en moins de 5 minutes, quelle que soit la commande. Si vous avez une énorme commande, vous êtes livré en moins de 5 minutes. Si vous avez une petite commande, vous êtes livré en moins de 5 minutes également. Après, vous avez également un gain d'argent parce que les gens ont leur budget. Vous avez tout de suite le prix qui s'affiche de votre course. Donc vos courses vous coûtent un tel et ça ne vous coûtera pas plus. Vous n'avez pas d'envie, vous savez, l'achat compulsif, vous n'avez pas cet achat compulsif sur le drive, par exemple. J'ai besoin de votre ticket, s'il vous plaît. Ticket, voilà. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous. À bientôt. À Auchan-Semécourt, cela fait 2 ans et demi que le drive existe. Pourtant, le concept est bien plus vieux, créé dans le nord de la France il y a 15 ans. Beaucoup plus récente en Lorraine, la tendance fait un carton. Une révolution pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre dans les magasins. Ça va beaucoup plus vite. C'est plus vite, c'est plus ludique et puis on perd beaucoup moins de temps, quoi. Surtout pour les articles lourds. Les promos sont les mêmes, c'est bien. Alors moi je trouve que justement le drive c'est sympa parce que je me tiens à ma liste, ça me permet de faire des économies sur mon budget course du mois. Chaque semaine, ce sont environ 1500 commandes qui sont préparées, avec une hausse notable les week-ends. Pour cause, les hypermarchés bondés où il faut faire la queue à la caisse. Pour les impatients, la solution est donc toute trouvée. En quelques clics, les courses sont faites. En 5 minutes, elles sont chargées dans la voiture. Désormais, ce n'est plus une corvée de remplir le frigo. Donc on vient de le voir, pratiquement toutes les enseignes maintenant ont développé le drive. Monsieur Brechon, est-ce qu'on fera tous nos courses de cette façon dans les prochaines années? Alors nous, je ne sais pas. Mais nos enfants, ça j'en suis sûr. Ça c'est clair. La nouvelle génération, c'est clair, oui, ça sera le drive. Elle aura été élevée aux tablettes tactiles, elle aura été élevée aux smartphones, aux applications qui sont dessus. Et puis je vous rappellerai que nous on a été élevés au magnétoscope à bande et on a été élevés au lecteur DVD. Et aujourd'hui, voilà, on maîtrise bien le sujet. Donc eux maîtriseront bien ce sujet-là. Ça n'existe plus les magnétoscopes. Il paraît que ça n'existe plus. Les cassettes existent, les cassettes existent. Une enquête. Oui. Aziz, le drive, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quelque chose de porteur d'avenir ou c'est quelque chose qui inquiète?
Inquiétant par certains côtés en termes de statut. C'est quoi un drive? C'est un hangar où on a stocké des produits, sous quelles normes, les normes frigorifiques, etc. Est-ce qu'on sait vraiment ce à quoi échappent les drives aujourd'hui par rapport aux magasins, aux classiques de grande distribution où les choses sont normées, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un flou juridique aujourd'hui dans lequel se sont engouffrés les marques de grande distribution pour essayer de gagner cette course à l'échalote, quelque part, sans mauvais jeu de mots, qui fait que le législateur n'a pas eu le temps, en tout cas la puissance publique n'a pas eu le temps de regarder dans le détail un petit peu tout ça. Parce qu'effectivement, ça s'est développé très rapidement. Voilà, donc, il y aurait peut-être des choses à aller voir, vérifier, pour que le consommateur, toujours in fine, que le consommateur ne soit pas lésé en termes de qualité de prestation de service. C'est quel danger tu vois que ça devienne des espèces de parallélépipèdes, simplement des entrepôts, Oui, c'est un peu ça. Ce sont des entrepôts. De fait, ils échappent aux lois sur. En quoi c'est gênant? Parce que l'extension des grandes surfaces se fait d'une manière ou d'une autre. Elle se fait là, mais elle se fait en dehors du cadre légal qui lui sied. Question que je pose. Est-ce que je me trompe? Alors, moi, je dirais que le seul cadre légal auquel ils échappent, ces drives, c'est les autorisations de s'installer, effectivement, parce que voilà. Mais après, si on regarde bien, on aura plus le temps qu'en hyper de regarder les produits, de voir leur provenance et surtout de comparer. Donc moi je dirais que pour le consommateur c'est mieux. Il prend ce temps. Vous savez qu'en hyper aujourd'hui on en est à se dire qu'on va mettre des étiquettes avec ce qu'on appelle des normes NFC pour pouvoir voir la provenance des produits rien qu'avec un smartphone. Sur le drive on peut déjà le côté le faire. Malgré tout convivial qui existe encore aujourd'hui dans les peut rester ça, parce qu'il y a quand même un petit rôle social quand même dans un certain nombre d'endroits d'avoir un non pas un entrepôt, mais un supermarché dans lequel les gens se rencontrent malgré tout. Alors, c'est ce qui se passera, mais les hyper vont devenir un peu plus évolués avec des galeries marchandes plus importantes, je pense. Après, d'autres intervenants pourront peut-être dire le contraire, mais moi, c'est ma vision. Et par ailleurs, je pense que les drives vont évoluer. On est à l'ère zéro du drive. Les retours des consommateurs, par exemple, les produits frais, on sait tous que les produits frais, c'est très dur à gérer dans un drive. Les retours de consommateurs vont faire qu'on va trouver des nouvelles techniques pour garder les produits frais, pour pouvoir présenter les produits frais. Ça va créer des emplois nouveaux, ça va créer des nouvelles idées de machines à mettre en place dans les drives. Et donc, non, c'est bien. Moi, je suis passionné par ce sujet. D'accord, mais effectivement, mais je le trouve très intéressant. De toute façon, il est au cœur d'une mutation de nos comportements. L'idée, c'est, comment la grande distribution gère son magasin traditionnel. Par rapport à ça, quel genre de produits on trouve dans les drives qui font qu'ils ne font pas d'ombre à la fréquentation des grandes... Ce sont des produits sélectionnés. Tout est calibré. Ils en tirent bénéfice pour l'instant? Ça dépend. On a des drives à coller, on a des drives déportés. Déjà, c'est la première chose. Alors, définition. Un drive à coller, c'est à coller à l'hyper. Donc, dans certaines enseignes, vous aurez des gens qui iront chercher le produit directement dans l'hyper. Sur un drive déporté, il est autonome. Donc, c'est comme un petit hyper. Et à la différence près, c'est que vous avez pas des caisses, vous avez des bornes pour vos voitures. Voilà. Ça, c'est la grande différence. Après, le nombre de références va dépendre. Parce qu'il y a deux politiques dans un drive. C'est de dire, soit on propose les mêmes produits qu'en hyper et on propose un large choix. Mais bien souvent, le prix s'en trouve un peu entaché parce que ça coûte cher d'avoir des gens qui vont faire les courses pour vous dans l'hyper. Ou alors on décide de se battre sur le prix, c'est d'autres enseignes qui ont ce combat-là, et auquel cas on trouvera moins de références, mais les références les plus importantes et les plus demandées. Pour l'instant, ils s'en sortent. Enfin, on pourra poser la question tout à l'heure, effectivement, à notre autre invité, mais ils s'en sortent, les hypermarchés, sur cette opération-là, où ils sont quand même... Ça dépend. Encore une fois, je pense que dans un hyper, c'est la même logique qu'un hyper. Si vous voulez, c'est l'emplacement qui fait tout. Voilà. Jean-Philippe Brochon, merci à vous pour cet éclairage sur le e-commerce. Nous allons parler à présent du commerce de proximité, de la concurrence qui se joue entre les centres-villes et les zones d'activité commerciale. C'est le deuxième volet de ce grand dossier. Nous accueillons sur ce plateau Alain Steinhoff. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes depuis 45 ans maintenant le roi du sandwich à Metz. Vous êtes aussi le président de la Fédération des commerçants de Metz, une fédération qui regroupe à peu près 2000 commerçants, c'est ça? Tout à fait, une fédération très importante. Alors, monsieur Steinhoff, première question, comment se porte le commerce à Metz? Je vais vous dire, le commerce à Metz ne se porte ni mieux ni mal que dans les autres villes de l'Hexagone,
parce que personne ne peut ignorer qu'en ce moment, il y a quand même un petit problème sur le plan national au niveau des affaires et du commerce. Alors Metz est une ville comme les autres villes qui aimerait bien que les affaires reprennent un peu. Alors, le chiffre d'affaires du commerce généré sur Metz-Ville, on va dire, un peu plus d'1 million d'euros, c'est ça ? Sans doute, oui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit à peu près être ça. Est-ce que justement le turnover, donc les commerces qui se créent, qui disparaissent, est-ce que c'est une valeur ajoutée justement pour le développement de l'évolution du commerce bien sûr, une ville comme la ville de Metz se doit d'avoir des commerces, je dirais, de qualité, de différents commerces. On a à peu près 2000 commerces sur Metz, dans 1500, si vous voulez, intramuros, on va dire. Et nous, ce qui nous intéresse à Metz, c'est d'avoir une grande diversité de commerces, de toute qualité. On est une des rares villes, d'ailleurs, à avoir les Galeries Lafayette et le Printemps, ce qui est rare. On avait jusqu'il y a peu encore une autre chance, c'est d'avoir la Fnac et Virgin. Malheureusement, Virgin nous a quittés, mais c'est une ville où le commerce est bien représenté. Alors, on dit souvent que les loyers sont chers au centre-ville. Est-ce que c'est un handicap justement pour l'implantation de nouveaux commerçants ? Souvent peut-être que les commerçants partent aussi dans les zones est-ce qu'ils sont chers partout, voilà. C'est uniforme. Il y a certains loyers qui sont certainement chers. Je veux dire, rue Serpenoise, rue des Clercs sont certainement les loyers les plus chers, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'y a aucun commerce de vide dans ces rues. Absolument. Donc quelque part, c'est clair. Mais autrement, on a une grande variété de commerces à Metz, et bien sûr, certains pas de port sont à la location un peu chers. Souvent, à entendre les commerçants, ils se plaignent systématiquement, ou très souvent. C'est une caractéristique d'un commerçant ? Oui, je crois que le commerçant, c'est un métier difficile d'être commerçant, donc c'est pas évident. Et président de commerçant, c'est un métier encore plus difficile. Moi, je veux dire que j'aime beaucoup Lachtanov parce que c'est quelqu'un qui fait toujours beaucoup de travail pour bien calmer tout le monde, réguler les affaires, poser le débat, c'est important. Parce que si effectivement, on est tous dans l'énervement, et on peut dire quand même que c'est très difficile aujourd'hui avec les travaux. On va pas se raconter d'histoire, c'est quand même pas ça. On évoquera et si vous voulez, la fédération et les commerçants de Metz sont une grande famille. Tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît, on se réunit, on discute quand même bien ensemble. Alors en prenant l'exemple de Metz, le centre Saint-Jacques, on va dire, n'est plus spécialement attractif. De nouvelles zones ont vu le jour, comme celle du boulevard de Trèves, où d'autres vont sortir prochainement de terre. Je pense au projet Muse, juste à proximité du centre Pompidou. Est-ce qu'on assiste justement à un rééquilibrage, une ventilation des commerces au sein même d'une ville ? Écoutez, le boulevard de Trèves, c'est une entrée de la ville qui méritait quand même d'avoir un aspect commercial, parce que c'était un peu triste avant, donc ça a été fait et bien fait. Ça démarre lentement, mais ça a le mérite de démarrer. Muse, si vous voulez, donc, c'est un quartier où il y a aussi plus de 30 000 mètres carrés de commerce, donc on attend de voir un peu les choses. Ça sera un nouveau quartier, paraît-il, 110 magasins. On insiste vivement pour que ça soit une complémentarité, encore une fois, et pas, si vous voulez, le doublon des magasins du centre-ville, donc on espère que ça sera respecté. Et puis autrement, si vous voulez, globalement, sur Metz, les choses vont assez bien quand même. Aziz, justement, cet éclatement on va dire, des commerces, différents secteurs d'une ville, en l'occurrence de Metz, j'imagine que c'est un petit peu partout pareil. Est-ce que c'est pas une façon aussi de dépeupler les centres-villes ? Ça dépeuple les centres-villes qui se cherchent une nouvelle vocation, les centres-villes. Alors effectivement, le rôle de la culture, il y a tout ça à imaginer, à repenser. Il y a des arguments forts à Metz pour répondre à ces choses-là. Je rebondis un peu sur ce que disait M. Steinhoff sur les surfaces commerciales. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en surchauffe, en excès en Moselle globalement, avec, je crois, une moyenne de 1200 mètres carrés pour 1000 habitants, par rapport à une moyenne française qui est de 900-960. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de boulimie, on va dire, de construction, de mise en place de ces... On construit trop de commerce. On construit trop de commerce, et il y a peut-être un peu trop de projets de galeries, de zones commerciales peut-être en Moselle. Je pense au sillon, entre Metz et Luxembourg. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une envolée comme ça de projets qui va forcément s'échouer sur le sable de la désertification, forcément des consommateurs. Ils sont pas élastiques, ces consommateurs. Ils n'ont pas des budgets forcément. Vous avez parfaitement raison, et ça ne date pas d'hier d'ailleurs. Le département de la Moselle a
effectivement le plus grand nombre de surfaces commerciales, je dirais extérieures au centre-ville. Tout à fait. Moi, j'ai pour habitude de dire que ces zones, lorsqu'elles restent raisonnables, sont complémentaires, parce qu'il est bien certain que dans un cœur de ville comme Metz, on ne peut pas trouver des surfaces de 500, 1000, 2000 mètres carrés comme on les trouve dans les zones extérieures. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait une complémentarité, une attractivité aussi, hein, ces zones fonctionnent, mais moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut que ça reste complémentaire, et puis qu'il n'y en ait pas trop, je dirais, halte-au-feu. Justement, les rapports que vous entretenez avec les représentants des zones commerciales, c'est tendu, c'est... Absolument vous pas. arrivez à discuter ? Absolument pas, parce que si vous voulez, la Fédération de Metz a encore une autre particularité, c'est que toutes les grandes enseignes alimentaires qui sont à l'extérieur, je ne voudrais pas toutes les citer car j'en oublierai, mais on les connaît tous, même Ikea, qui est donc un des plus gros dépôts de France, font partie de la Fédération des commerçants. Nous avons l'habitude de discuter avec tout le monde, de décider notamment des dates de journée de solidarité, de décider de parler des journées de solde, etc. La Fédération de Metz, c'est un peu particulière. Oui, c'est pas. En fait, c'est pas le même. Enfin, c'est le même public, mais c'est-à-dire qu'on va pas tout à fait pour les mêmes raisons au centre-ville qu'à l'extérieur. Hein. Moi, je trouve aussi, en même temps que il se passe pas mal de choses. On voit des rues qui se reconstruisent très bien, la rue de la Fontaine, la rue Taison. Il y a de nouveaux commerces qui apparaissent, qui sont. Je trouve que c'est la vraie difficulté, c'est actuellement sur cette période de travaux qui donne une impression. Il faut bien reconnaître un peu de désordre. Et c'est dur pour un certain nombre de commerçants. Il faut pas se raconter d'histoire. Mais ça avait été amorcé avant les travaux, Roger. Moi, si on se promène entre Place Saint-Louis et Place d'Armes, il y a quand même pas mal de boutiques vides, disons-le franchement. Ça date déjà depuis 2007-2008, avant même ce qu'on appelle la crise. Oui, bien sûr. Alors, la question que je voudrais poser à M. Steinhoff, c'est vous qui avez, qui est tenant un petit peu de cette histoire commerciale messine on va dire globalement des 40-50 dernières années, est-ce que ces mutations, cette période un peu délicate qu'on connaît aujourd'hui, vous pensez qu'elle va connaître une résolution positive, que l'on va voir apparaître de nouvelles enseignes, avec de nouvelles envies des consommateurs, que le centre-ville va être encore un lieu de pulsation et d'aspiration commerciale? Ce qu'il est toujours pour l'instant, quand même. Oui. Il l'est, bien sûr, oui, mais il est un peu menacé quand même sur les flancs. Oui, hein. Le cœur de ville restera toujours, je dirais, le cœur de ville, et le principal, le carré d'or, si vous voulez, le piétonnier, restera toujours. On est actuellement en train de voir pour le quartier Outreseille, pour que ça devienne, si vous voulez, le petit Marais messin. On essaye de beaucoup travailler là-dessus avec la ville et les gens concernés. La rue Taison qui monte un peu vers Sainte-Croix, ça serait un peu le petit Montmartre. La rue de la Fontaine avait de l'allure aussi. La rue de la Fontaine a été très bien refaite. Non, on a quand même de belles rues. La rue des Jardins également. Ils ont des commerces atypiques. Il y a de la recherche. Ça bouge quand même à Metz. On n'est pas inquiet. Pardon, Azil. Monsieur Steinhoff, on a vu dans la première partie, justement, on a parlé du e-commerce qui grignote, on va dire, tout doucement des parts chaque année sur le commerce traditionnel. C'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement ? Écoutez, vous dire que ça nous inquiète, non, mais bon, on s'en préoccupe quand même, on le ressent légèrement quand même. Il faut savoir que certains commerçants peuvent également déjà, et le font, vendre sur le net. Mais si je réfléchis un peu, à l'époque, on avait des célèbres catalogues, Manu France, La Redoute et d'autres grands catalogues. Et qu'est-ce que c'était ces catalogues? C'était exactement de la vente par correspondance qui ne se faisait pas par Internet. Donc ça a toujours existé. Maintenant, ces catalogues ont disparu, on a le e-commerce. Mais on y veille. Bon, vous tenez le coup, quoi. Ça va. Les zones piétonnes, c'est une bonne chose pour le commerce du centre-ville? Metz a toujours été une des premières villes à avoir des zones piétonnes importantes, et on était même il y a certaines années la ville où il y avait le plus de zones piétonnes. Les zones piétonnes sont tout à fait intéressantes à condition qu'il y ait des parkings autour. Et à Metz, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a suffisamment de parking, on a plus de 12 000 places de parking. Il y a moyen de se garer. Lorsqu'on peut se garer autour des zones piétonnes, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et les gens souvent se plaignent que c'est cher, les parkings. Oui, mais le parking est toujours trop cher, bien évidemment. Mais en se renseignant auprès d'autres villes et d'autres parkings, on n'est ni plus ni moins cher que les autres villes. Il n'y a pas peut-être des expériences à faire sur des chèques parking un peu joués? Alors, les commerçants messins distribuent des chèques parking, merci de me le rappeler. C'est tout à fait intéressant également. Et nos parkings sont bien distribués, il y a des zones bleues, c'est quand même... ça se passe pas trop mal. Il y a juste une chose, Anna, qui m'étonne, mais ça doit être difficile, parce que c'est comme ça dans les autres villes. On a perdu des cafés.
on perd des cafés un petit peu, pas énormément, mais il y aurait davantage de cafés dans les rues. Ça... C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai, mais ça pourrait, oui, peut-être une légère perte. Par contre, ce que je voudrais rajouter au niveau des parkings, c'est qu'à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, c'est 50 centimes. Oui, et ça, c'est un peu pour aider les cafés et les restaurants. Et ça, c'est une particularité de Metz aussi. On est aidé dans ce cas-là par la ville, les parkings et la Fédération des commerces. On parlait des zones piétonnes, en l'occurrence celle de Metz, ce qui n'est pas vraiment le cas à Nancy, on va dire une ville beaucoup plus éclatée. J'imagine que vous connaissez un petit peu le commerce nancéen. Il le paye, ça, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de zone piétonne en termes de commerce? Oh, Nancy, vous avez la rue Saint-Jean, il y a quelques zones piétonnes, mais je pense que Nancy ont quelques commerces différents à ceux de Metz, mais je n'ai pas vraiment exactement la certitude que Nancy fasse moins de chiffres. Oui, j'ai raison, c'est pas très significatif sur les deux cas de figure différents. Vous aurez plus les bus dans les... Ça, c'est quand même pas trop mal. Ça va être très intéressant. On attend vivement maintenant la fin des travaux Métis. On va relancer tout ça. On va fêter le démarrage du Métis, en sachant que les travaux vont se terminer quand même au mois de juin, juillet, puisqu'il y aura une période d'essai. Donc la circulation se fera à peu près normalement au niveau voiture. Et on compte beaucoup sur le Métis. Et là, Laurent viendra faire ses courses en Métis, il nous l'a promis. Voilà. Aziz, peut-être quelque chose à ajouter? On faisait une comparaison avec Nancy. Ce que n'a pas Nancy, c'est le centre Pompidou. Oui. L'impact du centre Pompidou 3 ans après son ouverture. On était un petit peu prudent, dubitatif au début dans le monde commerçant, j'ai un petit souvenir. Aujourd'hui, M. Steinhoff, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion de la présence de l'impact de la présence du centre Pompidou-Metz? Écoutez, je vais vous dire, la première année du centre Pompidou a été extrêmement positif. Ça a été vraiment une très bonne année pour le commerce et pour les visiteurs de la ville, pour le tourisme. Ça a été vraiment une très bonne année. Là, pendant les 18 premiers 20 mois, ça a été. Maintenant, ça s'est légèrement un peu calmé. Tout dépend aussi de la programmation. Mais dès qu'il y a une programmation, je dirais, qui attire vraiment les aficionados de ces musées, on le ressent au niveau de la ville de Metz, bien sûr. Les restaurants, les cafés ont changé leurs horaires, leur mode d'ouverture par rapport à cette nouvelle clientèle qu'on a essayé de captiver peut-être. Est-ce qu'on a réussi ce pari? Est-ce qu'on a franchi est-ce qu'on a pratiqué une forme de révolution culturelle à Metz pour accueillir? C'est en cours. C'est très difficile. L'exemple qu'on prend le plus souvent, c'est l'allemand. On a des Allemands qui arrivent et on a trop peu de commerçants qui parlent l'allemand, il faut quand même dire les choses. C'est vrai que, quoique la Chambre de commerce a prévu, et d'ailleurs le fait, pour tous les restaurants et les cafetiers, ils leur transforment la carte en allemand et en anglais. C'est fait aussi pour ceux qui le souhaitent. Mais maintenant, il faut qu'on le voit plus quand même, honnêtement. Il y a un travail à faire. Non, Pompidou a été positif, c'est une très belle image pour la ville, bien sûr. Monsieur Steinhoff, juste pour revenir sur le Métis, donc, qui rentrera en service le 5 octobre, donc dans quelques mois. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose, en sachant que souvent, quand on va faire ses courses, on aime bien se garer en face du magasin, faire ses courses, mettre directement dans le coffre de la voiture. Là, effectivement, il va y avoir un système de parking relais. Les gens vont venir peut-être plus libres au centre-ville, passer l'après-midi avec plein de paquets, rentrer dans un tram, dans un Métis. Est-ce que... En complément à la chose, il y a tellement de gens que ça qui ont des paquets. C'est-à-dire que moi, je vois quand même pas non plus... Je ne voudrais pas surtout contredire Laurent, mais il y a autant que ça. On y va pour faire à ce point-là des achats avec des paquets. Est-ce que c'est pas un peu unitaire? En vérité, je crois qu'on se fait une fausse idée. Il n'y a pas tellement de paquets. Et aujourd'hui, les commerçants, ils ont des sacs tellement pratiques où on peut mettre tellement de choses qu'on peut quand même les transporter. Mais il faut bien aller au parking, de toute façon. Bien sûr. Je vais vous dire, lorsque les travaux Métis ont démarré, la fédération s'est tout de suite rapprochée de Nancy, de Strasbourg, de Reims, et de Nantes. On les a appelés, on les a rencontrés, on a même visité. Ils nous ont tous dit, les travaux, bien sûr, c'est difficile, mais après, ils ont tous été très satisfaits. Et j'espère qu'on le sera également. Strasbourg. Ou Mulhouse, par exemple. Très bonne idée. J'aimerais juste qu'on aborde en dernier point le commerce de luxe. On parle beaucoup du commerce de luxe, l'implantation dans les villes pour qu'elle soit peut-être plus attractive, plus brillante. Quelle est la position de Metz, justement, sur le commerce de luxe? Eh bien, nous recherchons... On est concurrencé par Luxembourg, là.
Ils ont peut-être légèrement plus de boutiques de luxe que nous, mais nous, on a quand même, par exemple, dans les grands magasins messins, les 2 grands magasins messins, vous avez quand même pratiquement toutes les marques de luxe qui sont représentées. Ils n'ont pas de boutique en ville, mais si vous allez dans les grandes enseignes messines de la rue Serpenoise et de la rue des Clercs, je peux vous assurer que vous trouvez quasiment toutes les grandes marques d'habillement, de chaussures, etc. Qu'est-ce qui retiendrait, par exemple, Hermès, ou je ne vais pas citer de grandes marques, de venir ouvrir une enseigne qui aurait pignon sur la rue des Clercs ou la rue Serpenoise? Qu'est-ce qui retiendrait? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour dire venez? Eh bien, ce qu'on pourrait leur dire, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que Metz, vous avez par exemple un exemple, Nancy, vous citez Hermès. Hermès était à Nancy, était à Metz, il a fermé Nancy, il est resté à Metz. Donc je veux dire, ce qu'il faut, c'est que Metz la commerçante, ça a toujours été une ville de commerce, depuis des siècles, c'est une ville de commerce, et il faut aussi voir la conjoncture, le moment, etc., pour que ces grandes enseignes viennent, et on a tout un tas de personnes qui s'emploient à longueur d'année à essayer de les faire venir. On a déjà Mont-Blanc, on a certes, ça commence à bouger de ce côté-là. Mais on n'a pas à rougir par rapport à certaines villes du même nombre d'habitants. Alain Steinhoff, merci de votre participation. Nous ouvrons à présent notre dernier volet, celui du commerce frontalier, ou comment les grandes villes rivalisent pour attirer de nouveaux clients. Pour en parler avec nous, Maud Corsec, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du centre commercial Géric à Thionville. C'est l'un des plus grands centres de la région avec 110 boutiques et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, c'est ça à peu près. 1200 salariés et bientôt 3 niveaux de parking aérien. Alors Roger Kezel, juste avant de commencer, une petite question piège parce que je sais que vous aimez les questions pièges. Que veut dire Géric? Ah, je l'ai su, c'est un groupement économique. Oui. Très bien. Voilà. Réunissant des industries. Voilà. Et des commerces. Voilà. Alors, pas tout à fait des industries, c'est comme le registre du commerce, mais effectivement, les fondateurs de l'époque, qui n'étaient que des commerçants indépendants, en 1971, ont créé ce GIE, Groupement d'intérêt économique, et GIRIC, ça veut dire Groupement d'études et de réalisation d'implantation commerciale. Parce qu'elle nous l'a déjà dit. Mais il fait ça rien que pour moi. Madame Corsec, le maire de Luxembourg, monsieur Xavier Bettel, a de grandes ambitions commerciales pour sa ville, animation, parking gratuit, garderie pour les enfants, ouverture, les commerces chaque premier dimanche d'avril à octobre. Ces décisions vous inquiètent pour votre centre ? Ce que je comprends de ces décisions, c'est qu'elles marquent le fait qu'un élu d'une grande ville conçoit que le commerce apporte quelque chose, une richesse complémentaire à la cité, peut-être un peu moins d'industrie, peut-être un peu moins de services dans certains cas, mais avec une recherche de valeur ajoutée fiscale et de recherche nouvelle, aussi d'animation, de vie tout court sur le plan culturel, puisque on peut dire qu'en marge des activités commerciales, il y a toujours un petit peu de culture. C'est ça que je retiens dans cette affaire. C'est donc la prise de conscience que le Luxembourg, le maire de Luxembourg, conçoit que le commerce a besoin d'avoir un certain nombre de ressources d'animation pour produire le meilleur de lui-même. Alors justement, Géric, vous allez augmenter à peu près de 10% votre surface commerciale. De nouveaux parkings aériens, comme je le disais en présentation. C'est une réponse justement pour... peut-être ces mesures qui vont avoir lieu au Luxembourg? Le commerce bouge de partout, donc il en a été question tout à l'heure, les augmentations de surface de vente se multiplient et l'idée Ça, c'est vital, ça. Alors, c'est pas vital nécessairement en termes de quantité, c'est vital par contre en termes de répondre à une offre pour les consommateurs qui serait plus large et qui serait plus diversifiée et qui correspondrait mieux à l'attente des consommateurs. C'est vrai qu'il y a énormément d'ouvertures de commerce qui sont programmées au Luxembourg. Il y a peut-être 150 000 à 200 000 m² dans les tuyaux. Il y en a beaucoup aussi, ça a été rappelé, sur le territoire mosellan. C'est vrai que nous, on arrive avec une augmentation de surface de vente de 4 000 m². C'est pas beaucoup. C'est juste une petite goutte d'eau, mais ça permet en tous les cas de répondre, je crois que c'est Alain Steinhoff qui l'a dit, au fait qu'un certain nombre de commerces s'expriment mieux sur des surfaces un petit peu plus importantes, et nous c'est ce qu'on va proposer dans cette extension. Ce sont des surfaces un petit peu plus importantes, et au total, donc effectivement, on va faire passer le nombre des boutiques de Géric de 110 à 120 ou 125. Est-ce que vous avez beaucoup de luxembourgeois ?
Alors, c'est très difficile de reconnaître un client luxembourgeois d'un autre, puisque on a du mal à distinguer le luxembourgeois du frontalier. Tous les deux ont vraisemblablement des comptes et des cartes bancaires sur la base de leur compte professionnel au Luxembourg, tout bien, tout honneur dans le contexte, je précise. Donc, les enquêtes cartes bancaires ne servent à rien. Et c'est pareil pour les enquêtes sur les parkings pour vérifier les plaques d'immatriculation. La plupart des frontaliers ont des plaques d'immatriculation immatriculées au Luxembourg parce qu'ils travaillent, ils ont des bases au Luxembourg. Donc on a du mal à distinguer la part des vrais. Quand même c'est la seule région de Lorraine qui gagne des habitants du côté de Thionville avec les flux frontaliers. Donc ça, normalement, vous êtes plutôt dans une dynamique qui est intéressante. Il y a une dynamique démographique qui est intéressante. La ville de Thionville elle-même progresse en nombre d'habitants, mais pas que la ville de Thionville, tout le bassin nord-lorrain. Et pour répondre à la question de Laurent, il y a concurrent. Vous sentez les initiatives du maire de Luxembourg qui veut redynamiser sa ville, en faire une ville commerciale, avec des choses d'ailleurs intéressantes dans ce qu'il dit. Vous sentez comme une concurrence ? La démarche, elle est concurrente par rapport aux démarches des villes, on va dire, des démarches publiques qui peuvent être menées du côté français, avec une réglementation aussi qui est différente. Je rappelle quand même que côté français, côté mosellan, il y a ce fameux droit qui est issu du droit local alsacien-mosellan qui fait que 3 dimanches par an. On ne peut ouvrir, d'après la pratique actuelle, c'est 3 dimanches par an, ce sont 3 dimanches avant Noël, mais il n'y a aucune possibilité d'ouverture en dehors de ces 3 dimanches avant Noël, et il y a même un certain nombre de jours qui sont donc fermés côté mosellan, Saint-Étienne, Vendredi Saint, etc., alors qu'il y a une ouverture en France de l'intérieur. Et même au Luxembourg. Donc en Moselle, on est dans un phénomène de double frontière extérieure par rapport à l'Allemagne, par rapport au Luxembourg, à la Belgique, et frontière intérieure aussi par rapport à la Meurthe-et-Moselle. Est-ce que la plus forte concurrence que vous pourriez subir n'est pas celle du futur projet tervillois de zone commerciale s'il voit le jour, plutôt que d'aller imaginer que les Luxembourgeois pourraient ne plus venir à Thionville? Est-ce que, puisqu'il y a progression démographique dans le pays thionvillois, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle zone avec une adaptation aux désirs nouveaux des consommateurs qui serait peut-être pour vous plus préjudiciable par rapport à l'entité que vous menez? Non, je ne crois pas qu'il y ait concurrence. Il y a une complémentarité. Ce projet de tervillois dont vous parlez, il est d'une autre nature. C'est pas un projet d'abord qui est une forme de, je dirais, de môle intérieur. C'est un ensemble de, on va dire, de boîtes vraisemblablement qualitatives qui vont être réalisées à l'extérieur. Donc c'est une autre forme. Ça répond à une autre demande des gens, des consommateurs, si je puis dire, qui vont se diriger vers un autre type d'offre avec des locaux commerciaux assez importants, de l'ordre de 1200, peut-être à 5000 m². Dans un môle intérieur comme Géric, c'est vrai que les surfaces de vente avec l'extension, on va augmenter un petit peu leur moyenne, mais on n'aura pas à l'intérieur du môle une offre pour 1200 m². Je reviens sur on parlait tout à l'heure des ouvertures du dimanche chez les Luxembourgeois. Il faudrait quand même pas harmoniser ça. Moi, au niveau de la grande région, je cite souvent cet exemple-là comme c'est quand même un peu embêtant de vouloir construire une grande région intégrée et d'avoir de telles distorsions entre le Luxembourg et la Moselle. Vous ouvriez le dimanche ? D'ouvrir plus régulièrement le dimanche ? Dans notre région, les gens du commerce ne demandent pas l'ouverture tous les dimanches. Ça, c'est un non-sens. Je rassure tout de suite à cet égard. Par contre, oui, avoir la possibilité d'ouvrir de temps en temps des dimanches qui ne sont pas que les dimanches avant Noël, en associant ces ouvertures à des événements, un ensemble de choses qui peuvent se passer, qui peuvent être entrepris par des communautés commerçantes. On fait par exemple beaucoup de choses dans le cadre du Nord-Lorrain avec les associations de commerçants des environs de Thionville, de Yutz. On s'est groupé d'ailleurs sous forme d'une association qui s'appelle ASECO. On communique ensemble au Luxembourg quand il y a des communications communes à faire. Donc là, on travaille déjà ensemble. Donc le fait d'associer effectivement à quelques ouvertures dominicales ou de Vendredi Saint ou de... quand même pas mal de voilà. On sait très bien d'ailleurs que depuis la loi qui a permis, avec la journée de solidarité, d'ouvrir au choix une journée complémentaire de plus, il y a une affluence. Les gens
gens viennent consommer ces jours-là. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où ils peuvent consommer de manière différente, plus décontractés. On n'est pas sous la pression du métro boulot dodo, enfin toutes choses étant égales par ailleurs dans notre région. Les organisations luxembourgeoises de commerçants, ou c'est vraiment chacun de son côté? On a des échanges, bien entendu, mais les législations sont tellement différentes que y a guère de chances que des positions, en tous les cas pragmatiques, opérationnelles, puissent déboucher. Rapidement. Par contre, quant à l'évolution, oui, des règles, je pense que là, on ne peut que se tourner vers le législateur. Pour parler de prix, effectivement, il y a certains produits qui sont moins chers au Luxembourg, d'autres peut-être pour les Luxembourgeois ou pour les Allemands ou pour les Belges moins chers en France. Il y a vraiment des produits ciblés. Les produits assises sont moins chers, bien évidemment, notamment au Luxembourg. Alors, il s'agit des alcools, essences, etc., donc les produits à taxe spéciale. Par contre, pour les autres produits, il n'y a pas vraiment de visibilité de prix moins cher. Si on prend un manteau d'une marque, d'une chaîne, on va dire, acheté au Luxembourg, et le même manteau qu'on va trouver dans la même chaîne, côté français, ce sera le même prix. Donc il y a du ressenti, un petit peu. Les gens se disent, on va aller au Luxembourg, apparemment. Bon, ils y vont parce qu'ils vont effectivement acheter des cigarettes et de l'alcool, faut pas... Oui, parce qu'il y a une sorte d'effet cumulatif. Un gros nounours, quelque chose comme ça. Oui, et puis il y a toujours cette idée de dire que l'herbe est plus verte dans le jardin. Mais il y a aussi des déplacements on parlait tout à l'heure de la frontière intérieure. Les gens vont aussi se déplacer de Metz vers Nancy pour aller consommer, dépenser les étrennes le jour de la Saint-Étienne. Donc oui, la question de la réglementation des moments d'ouverture dans l'espace transfrontalier, oui, c'est une question très importante, mais côté français, effectivement, c'est le législateur qui est la solution. Coincé, ouais. Alors, il n'y a que le législateur qui peut intervenir. Le préfet, par exemple, ne peut pas faire quelque chose. Alors, le préfet a cherché dans le passé à trouver les moyens d'ouverture en liaison avec les représentations syndicales d'employeurs et de salariés. La question n'a pas été résolue pour autant, puisqu'il y a une recherche au-delà de la loi, d'ailleurs par le préfet, d'une unanimité. Or, la loi locale inscrite dans le code ne requiert aucune unanimité. Donc, le tout est d'y aller et de le faire, et peut-être d'aller dans le sens d'une sorte de choc d'efficacité. On sait que les grandes surfaces vont vérifier, vont contrôler, relever les prix chez les concurrents. Est-ce que c'est le cas aussi des grandes surfaces françaises au Luxembourg? Je ne crois pas, non. Elles se benchmark entre elles, côté même frontière nationale. Je n'ai jamais entendu parler de contrôle. Il n'y a pas d'espionnage commercial? Il peut y en avoir, mais cet espionnage commercial qui est tout à fait officiel, et jamais aucune grande marque d'hypermarché ne refuse l'arrivée de quelqu'un de l'autre marque pour faire les contrôles. C'est réciproque. Non, je crois que ça reste cantonné à l'intérieur des frontières nationales, ce contrôle. Aziz, peut-être quelque chose à ajouter? Oui, non, je crois. Ça, c'est une des questions importantes. Alors, le droit local, on ne va pas se raconter d'histoire. D'abord, ça dépend des préfets. Il y a des préfets qui sont plus ou moins tentés par le fait d'essayer d'ouvrir au maximum. Et puis, ça dépend aussi d'un certain nombre d'acteurs locaux. Et on croit quand même savoir, moi qui fréquente un peu assez facilement ces milieux-là, que la tendance est quand même à plutôt touchons à rien. Hein. C'est un peu dommage. Alors, mais moi, je pense que c'est quand même une vraie question. Ne touchons à rien parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont en cause. Voilà, mais par rapport au commerce, l'enjeu de cette réglementation qui existe, c'est pas qu'un enjeu pour les consommateurs, pour que les gens puissent aller faire leur shopping de manière plus détendue. C'est aussi tout simplement un problème de rentrée fiscale. Quand les gens vont au Luxembourg acheter et faire quelques emplettes, il est évident que la TVA, elle est encaissée au Luxembourg. Et quand les commerces prospèrent au Luxembourg, pendant ce temps-là, ils ne prospèrent pas côté français. C'est de l'impôt sur les sociétés en moins. Ce sont aussi la part des salaires, des salariés qui auraient pu être embauchés côté français, finalement, qui n'est pas imposé, assujetti aux cotisations sociales, etc., côté français, mais côté luxembourgeois. Oui. Et là, nos amis luxembourgeois, les autorités luxembourgeoises le disent clairement. Donc, il faudrait avoir une vraie discussion un peu, j'allais dire, d'homme à homme avec eux. Il y a une conscientisation des choses, effectivement, au Luxembourg. Cette prise de conscience, elle n'est pas encore arrivée côté français, du potentiel économique du commerce. Madame Corsec, je vous pose la question aussi à vous. Je l'ai posée à Monsieur Steinhoff juste avant. Est-ce que le e-commerce représente une menace pour vous ?
Alors, le e-commerce aujourd'hui en France, c'est à peu près 5% des achats, donc à quelques pourcentages près. Mais effectivement, c'est sur une courbe complètement exponentielle. Et nous, on ne considère pas que ce e-commerce soit nécessairement une crainte. On considère plutôt la valeur, opportunité du e-commerce. Et quand vous regardez la manière dont fonctionnent les chaînes physiques, les magasins en dur qui existent, et puis le commerce par Internet, on voit qu'il y a un rapprochement complet. C'est ce qu'on appelle le multicanal, le cross-canal. Le dur fait de la vente par Internet, et la vente par Internet construit du dur. J'ai vu à Thionville une banque par Internet, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de publicité, mais donc on la connaît parce qu'elle fait de la pub sur les ondes. Eh ben, elle a ouvert sa boutique aujourd'hui en dur à Thionville, au centre-ville. Donc il y a une totale convergence, enfin totale, n'exagérons pas, en tous les cas, il y a une possibilité de convergence. Voilà, et qu'il s'agisse du commerce, je dirais, traditionnel ou du commerce organisé de manière un peu plus dynamique, oui, il faut absolument qu'il y ait des rapprochements, des convergences, d'autant plus que, comme le disait le premier intervenant, aujourd'hui, c'est le M-commerce qui a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce qu'on a son périphérique dans la poche et que c'est beaucoup plus facile d'acheter à partir de son mobile que d'acheter à partir de son ordinateur. Alors une question peut-être pas facile à répondre, mais quelle est votre vision ? Que sera, selon vous, le commerce dans 20 ans ? Comment il va évoluer ? Ça sera un commerce où, j'ai utilisé ce mot il y a quelques minutes, où je pense que le consommateur sera un consomme-acteur. Et aujourd'hui, le consommateur, on voit bien qu'il chamboule un petit peu tout l'ordre établi des modes de consommation. On en discutait en aparté, mais le zapping, le fait que le consommateur choisisse son lieu de dépense, bien c'est un choix de consommation. C'est aussi pour le consomme-acteur la manière d'organiser sa dépense, de la mettre en place de la manière la plus pertinente, de sorte que il fasse la meilleure dépense pour lui au meilleur moment et au bon endroit. C'est donc aux commerçants en général de s'adapter à cette nouvelle donne et de considérer le consommateur non plus comme un objet, mais comme un vrai sujet, c'est-à-dire au sens... En 5 ans, ça a changé quand même très vite, quoi. Et cette histoire, oui, de 5 ans, nous montre combien le consommateur s'est approprié un mode de consommation différent, en consommant sur Internet, où il peut le faire le soir, la nuit, quand il veut, le dimanche, par rapport à ces commerces qui restent parfois désespérément fermés le dimanche. Oui, parce qu'ensuite, ils iront tous râler, parce que si jamais on ouvre le dimanche, ils iront tous râler. Voilà. Enfin, on est tous le soir, on est tous pareils. Hein, le dimanche, ce serait un jour excellent pour aller choisir un voyage en famille, dans une agence de voyage, mais les agences de voyage sont fermées, donc on va acheter sur Internet depuis son salon. Madame Corsec, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être quelques mots de conclusion. On va commencer par Aziz Mebarki. Paraphraser un chanteur de rap il y a une quinzaine d'années, les temps ont changé, les temps changent. Il y a moi, je pense que être commerçant aujourd'hui, ça relève d'une gymnastique d'esprit assez impressionnante. Et en même temps, comme disait Madame Corsec, c'est nouveau consommateur. C'est quelque chose qu'un consommateur. Ça fait presque peur quand on est commerçant, quand on entend ce qu'a dit tout à l'heure M. Bréchon sur la capacité de ces consommateurs d'être aussi corrosif, perturbateur du système. L'Internet est un énorme champ de débat. C'est ton côté révolutionnaire, ça. Non, c'est le côté révolutionnaire des consommateurs d'aujourd'hui, c'est ça, effectivement. Merci Aziz. Donc je rappelle que vous avez sorti un dossier spécial sur le commerce dans le dernier numéro de l'Estrade. Peut-être le montrer, disponible bien évidemment partout. Une minute, Roger Kezel, pour conclure sur ce dossier. C'est un secteur qui change à toute vitesse, mais dont il faut bien prendre conscience qu'il a un poids économique énorme, quoi. Et on a un peu tendance à regarder assez facilement les questions industrielles. Il y a un grand débat sur l'industrie, très important, etc. Regardons comme aussi les questions et résidentielles et les questions de commerce, quoi. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'assez paradoxalement, le système politique a un peu du mal à prendre bien ça en compte. Il y a parfois des tensions. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde de plus près, de manière plus détendue qu'on le fait actuellement.
Merci à vous d'avoir participé à ce grand dossier de Mirabel TV. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau grand dossier. Bonne soirée à tous.